Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'implémentation pratique dans laquelle on va voir la régression linéaire en Python. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo théorique qui aborde le sujet. Donc on va rappeler brièvement les hypothèses et les résultats qu'on a vus dans cette vidéo. Donc pour ce qui est des hypothèses, donc on suppose qu'on a, en fait on fait la tâche de régression. Donc à partir d'une entrée x, on va prédire un nombre y qui est donc l'étiquette associée à x. Et dans le cadre de cette régression linéaire, on suppose que les entrées sont, en fait, suivent une loi linéaire. Donc on aura des données, on le verra dans Python tout à l'heure, qui eh bien, ressembleront à ça, qui suivent en fait une droite. Et donc on appelle donc x l'entrée et y la sortie. Donc ce sont tous les deux des nombres. Et donc on avait vu en premier lieu la définition d'un modèle qui serait capable de pouvoir décrire ces données. Et donc on avait vu le modèle y chapeau qui est égal à wx plus b, avec donc y chapeau qui est la sortie de notre modèle, x c'est l'entrée, et w et b ce sont des paramètres qu'on va vouloir justement apprendre à partir de nos données d'entraînement. Et donc une fois ce modèle posé, on avait défini notre coût. Donc c'était donc notamment le coût pour l'exemple i. Donc on spécifiait ça avec donc l'exposant parenthèse i. Et donc on avait défini le coût comme étant donc la différence entre notre prédiction et la vraie valeur de la sortie pour l'exemple i. Et on mettait cette différence au carré. Et on avait le coût total, donc j, qui était justement la moyenne de ces coûts sur l'ensemble de notre dataset d'entraînement, donc 1 sur m fois la somme des coûts pour chacun des exemples. Et donc on avait vu que pour parfaire l'entraînement d'un tel modèle, il fallait suivre ce pseudocode-là, donc faire le forward pass. Ensuite, on avait les dérivés grâce en fait au backward pass, donc qui était effectué par un graphe de calcul. Et ensuite, on effectuait la mise à jour de nos paramètres avec la descente de gradient. Alors ici, en fait, le backward pass, on va le faire plutôt à la main parce qu'on est dans un cas très simple où on peut calculer les dérivés à la main. Et donc, on n'a pas besoin d'implémenter tout un graphe de calcul pour avoir les dérivés automatiquement. On va d'abord faire le calcul théorique pour ensuite en déduire les formules de dw et de db. Alors donc justement, on va tout de suite calculer l'expression de dw et db écrit en écriture informatique. Donc je le rappelle, donc la définition de dw, donc c'est la dérivée partielle du coût par rapport au paramètre w. Et donc dans ce cas-là, on a une somme, donc ça va être en fait 1 sur m fois la somme pour y allant de 1 à m, et on va dériver par rapport à w ce qui se trouve à l'intérieur de la somme, donc c'est-à-dire en fait ce terme-là. Donc en fait ce terme-là, si on le développe, on obtient du wxi plus b moins yi au carré. Et donc si on dérive ça par rapport à w, on va avoir le 2 qui va sortir. On aura toujours ce terme-ci. Et à l'intérieur de ce terme-là, on voit que w est multiplié par xi. Donc on va avoir le terme xi qui va également sortir. Et on aura presque le même résultat pour db. Donc là, c'est la dérivée partielle du coût par rapport à b. Donc on a toujours cette somme sur tous nos exemples d'entraînement. Donc là, si on dérive cette fois-ci cette expression par rapport à b, on aura toujours le 2 qui va sortir. On aura la même expression dans la parenthèse. Et cette fois-ci, comme b n'est pas multiplié par un nombre, donc on aura en fait un fois 1 à côté de cette parenthèse. Et donc là, voilà, on a les expressions de dw et de db, ce qui nous permettra ensuite de mettre à jour les paramètres w et b par descente de gradient. Alors donc commençons tout de suite l'implémentation. Alors avant de passer au modèle, etc., on va d'abord définir nos données, quelles données on va utiliser. Et donc pour ça, on va définir des données factices. Alors on va importer d'abord quelques librairies qui vont nous être utiles, notamment NumPy, également ensuite Matplotlib qui va être utile pour notamment visualiser toutes les données, puisqu'en fait on est dans des cas très simples où on a seulement 2 dimensions, donc on peut se permettre de visualiser nos données, donc c'est ça qui est intéressant, et également la fonction random pour pouvoir générer des données. Alors on va définir ici les paramètres qui vont pouvoir générer en fait nos données. Donc pour cela, on va définir nos données qui vont être autour d'une droite qui va se définir par ax plus b. Donc cette fois-ci, a et b, ce ne sont pas les paramètres, hein, ce sont juste les coefficients qui décrivent nos données, mais ils ne vont pas être utilisés par la suite. Justement, en fait, on va vouloir en fait les retrouver. Donc on va prendre par exemple a égale 3 et b égale 2.
Et on va également définir m, notre nombre d'exemples. Donc dans ce cas-là, on va prendre 100 exemples. On va ensuite construire nos données. Donc on va avoir tout d'abord dans un premier temps une liste d'entrées X et une liste d'étiquettes Y. Et on va pouvoir donc faire une boucle pour autant de données qu'on veut. On va créer un nouveau point de données. Donc l'abscisse xi, en fait, ça va être un nombre aléatoire donné par la fonction random du module random. Et donc cette fonction, si on regarde, elle donne un nombre qui est un nombre uniforme dans l'intervalle 0,1. Ensuite, on va vouloir générer notre étiquette à partir de notre entrée x. Et donc pour ça, en fait, ça va être axi plus b. Et ensuite, on va pouvoir ajouter ce nouveau point à notre dataset. Donc on va faire x.append xi et y.append yi. Alors là, ce qui va être intéressant, ça va être justement de visualiser les données qu'on vient de générer. Et donc pour ça, on peut utiliser la fonction scatter du module PLT qu'on vient d'importer. Et donc, si on regarde, voilà, on a quelque chose qui est effectivement bien linéaire. En effet, c'est même très très linéaire. Et donc, pour pouvoir avoir des données un petit peu plus réalistes, on va pouvoir en fait ajouter du bruit dans ces données. Et donc pour ça, on va par exemple pouvoir utiliser la fonction normal variate du module random, qui va en fait, on va lui donner une moyenne de 0 et un écart type de 1. Donc en fait, ce nombre-là, ça va être donc issu d'une variable aléatoire normale centrée réduite. Donc en fait, globalement, ça va être un nombre autour de 0, un nombre aléatoire autour de 0, qui a pour moyenne 0 et pour écart type 1. Et alors, si on regarde ce que ça donne sur notre dataset, on voit que là, pour le coup, on a une forme de droite, mais elle est quand même très dilatée et ça ressemble plus tellement à une droite. Donc, on va vouloir diminuer ce bruit. Donc, pour ça, on peut par exemple le diviser par un nombre, donc par 5 par exemple. Et là, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble vraiment à une droite, mais effectivement, qui est un peu plus aléatoire, un peu plus bruité qu'une simple droite. Donc évidemment, on peut jouer sur ce nombre pour avoir quelque chose qui est plus ou moins bruité. Si on divise que par 2, là, on voit qu'on a quelque chose qui ressemble à une droite, mais qui est quand même très dilaté. Alors maintenant qu'on a nos données, on va pouvoir définir notre modèle. Donc notre modèle, comme j'ai dit, en fait, il est défini par deux paramètres, W et B, qu'on va initialiser. Donc on va pouvoir les initialiser par exemple à des valeurs aléatoires dans l'intervalle 0,1. On pourrait aussi les initialiser à 0. Hein. C'est un choix qui n'est pas très important pour le modèle de régression linéaire. Alors avant de passer à l'entraînement, on va vouloir visualiser notre modèle sur nos datasets comme on l'a fait dans les vidéos théoriques. Et donc pour ça, on va créer donc X qui est une liste de points, une liste NumPy de points répartis uniformément sur l'intervalle 0,1 et Y, ça va être W fois X plus B, donc qui représente en fait la sortie de notre modèle, sauf qu'évidemment là, notre modèle n'est pas entraîné. Et donc on peut ensuite donc afficher nos données, encore une fois, et par-dessus ça, on peut afficher justement les prédictions de notre modèle qui n'est pas encore entraîné, qu'on va afficher en rouge. Et donc là, voilà, on voit nos données ici, donc qui sont les mêmes qu'ici, et la prédiction de notre modèle pour les entrées correspondantes. Et là, on voit qu'effectivement, notre modèle n'est pas entraîné, puisque les sorties prédites par notre modèle ne sont pas du tout les bonnes par rapport aux vraies sorties de nos données. On peut donc passer à l'entraînement de notre modèle et pour ça on va en fait suivre le pseudocode. Donc on va faire une boucle for qui va être en fait autant de fois que est nécessaire. On va vouloir mettre à jour nos paramètres à partir d'un parcours entier sur l'ensemble de nos données. Et donc ce parcours là, on l'a dit, on appelle ça une epoch. Donc on va faire une boucle donc for epoch in range de n. Donc n ça va être le nombre total d'époques que l'on va vouloir faire. Donc par exemple on va pouvoir faire 200 parcours de notre dataset. Et donc, pour chaque epoch, ce qu'on va vouloir faire, ça va être faire un forward pass pour ensuite avoir le DW et le DB. Alors ici, on va vouloir directement calculer le DB et le DW à partir des formules que l'on avait trouvées. Donc, on va dire DW égale 0, DB égale 0. Et ensuite, on va faire un parcours de nos données, donc for i in range de m. Et donc pour chacune de nos données, on va faire le forward pass, c'est-à-dire qu'on va calculer y chapeau i, donc on va appeler en Python donc y chapeau i, qui va être égal donc à w fois xi plus b.
Et donc ensuite on a vu, ben là on reprend la formule qu'on avait vue tout à l'heure, on va dire que dw c'est égal à dw plus donc 2 fois y chapeau i moins yi, donc là c'est y de i, voilà, fois xi, et puis pour db, on a une formule qui est qui est en fait la même, sauf qu'on n'a pas besoin de multiplier par xi. Voilà, on trouve ça. Alors en fait, si on remarque qu'on n'a pas besoin à chaque fois de multiplier par 2, on va plutôt multiplier par 2 à la fin. Et ensuite, donc ici on va dire que donc dw c'est égal à 2 fois dw sur m, puisqu'il faut également donc diviser par m vu qu'on veut prendre la moyenne. Et db c'est égal à d 2 fois db sur m. Voilà, donc là, à ce niveau-là du code, on a calculé dw et db, et donc on va pouvoir faire la mise à jour de nos paramètres via donc, la descente de gradient. Et donc pour ça, il faut définir un taux d'apprentissage alpha qu'on va appeler LR pour learning rate dans Python. Donc on va mettre égal à 0.1 par exemple. Et donc ici, on va pouvoir mettre donc W c'est égal à W moins le learning rate fois DW. Et de la même manière pour B, B est égal à B moins le taux d'apprentissage fois DB. Alors, on va exécuter ces deux cellules. Voilà, l'entraînement a été fait. Si on regarde les paramètres W et B qu'on a obtenus, on voit qu'on a des paramètres qui sont très proches du A et du B qui sont à l'origine de nos données. Donc on se dit que l'entraînement s'est bien passé. Et donc pour confirmer ça, on va vouloir exécuter cette cellule. Et effectivement, on voit que le modèle est assez précis. Alors le cas actuel est très favorable pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut visualiser notre modèle et à quel point il est bon sur nos données, puisqu'on est en 2 dimensions. Donc là, on peut très facilement voir qu'effectivement, le modèle arrive à bien prédire nos données sur cet exemple-là. Et la deuxième raison, c'est qu'on connaît également les paramètres qui sont à l'origine de nos données, le A et le B ici. Et donc là, on peut voir qu'effectivement, les paramètres sur lesquels on a convergé sont très proches du A et du B. Donc forcément, on se dit que l'entraînement s'est bien passé. Sauf que le problème, c'est que dans les cas réels, ces deux raisons-là, on ne les a plus. On est très rarement dans des cas aussi simples où l'on peut voir directement sur un graphique les prédictions de notre modèle par rapport à nos données. Et également, on ne connaît jamais les paramètres dont sont issus nos données. Et donc dans un tel cas, comment savoir si l'entraînement se passe bien ? On va en fait calculer le loss et le coût et voir à quel point il décroît. Est-ce qu'il décroît d'une manière satisfaisante ou au contraire est-ce qu'il oscille? Et donc dans ce cas-là, ça nous dirige vers différents choix à faire, notamment sur le learning rate. Et donc pour ça, c'est ce qu'on va faire avant de terminer cette vidéo. On va définir une liste de tous nos coûts qu'on va calculer à chaque époque. Et donc, en fait, c'est assez simple de calculer le coût vu que directement ici, on va pouvoir dire que loss égale à 0. Et comme le loss, en fait, c'est la somme, c'est la moyenne de tous les loss pour chacun de nos exemples, ici, on va dire que le loss, c'est égal au loss plus le coût de l'exemple i, donc c'est-à-dire y chapeau i moins yi, le tout au carré. Et donc à la fin, il ne faut pas également oublier de diviser par m, étant donné que le coût total, c'est la moyenne de tous les coûts. Donc on va relancer l'entraînement. Donc pour ça, il faut réinitialiser nos paramètres de manière aléatoire. Et donc on va lancer l'entraînement. On regarde donc les paramètres W et B sur lesquels on a convergé. On a également quelque chose qui est assez optimal. Et si on regarde, on peut plot en fait tous les coûts qu'on a obtenus. Alors évidemment, il faut ne pas oublier d'ajouter ce coût-là à la liste de coûts. Et donc si on regarde l'évolution de notre coût au fur et à mesure de l'entraînement, on voit que celui-ci baisse évidemment d'une manière assez fulgurante. En fait, au début, comme les paramètres sont totalement aléatoires, il est très haut. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de plutôt regarder ce coût une fois que l'entraînement a commencé au bout de quelques époques. Et donc là, on voit qu'effectivement, le coût continue de décroître lorsqu'on continue en fait l'entraînement. Et on voit qu'actuellement, le coût reste assez stable. On voit que continuer l'entraînement pourrait faire un petit peu baisser le coût, mais globalement, on est dans une zone où l'entraînement a presque convergé autour du minimum du problème. Donc c'en est tout pour cette vidéo d'implémentation
de la régression linéaire en Python. J'espère qu'elle a été assez claire. Évidemment, maintenant, ce qui suit, ça va être la vidéo d'implémentation de la régression logistique en Python. On va voir que le schéma est vraiment le même. On va d'abord définir nos données, ensuite notre modèle, puis en fait, on va reprendre cette boucle-là. Il y aura juste les formules qui seront un petit peu différentes, mais globalement, ça va être à peu près la même chose. Et puis ensuite, la vidéo d'après, ce sera évidemment les réseaux de neurones. Et là, cette fois-ci, on ne fera plus les calculs à la main, on implémentera vraiment notre graphe de calcul scalaire et même en fait directement matriciel. En fait, on reprendra le code qu'on a vu pour le calcul, les graphes de calcul matriciel, et on utilisera directement ce code-là pour nos réseaux de neurones. Donc on verra que ce sera assez intéressant. Et également, on fera donc à la fois ça et puis à la fois une implémentation en PyTorch, puisque c'est important de savoir manipuler cette librairie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.